Vous écoutez Mafia et République, épisode 4. Après la perte de l'Indochine, Paris s'accroche à son empire colonial au Maghreb et fait appel à certains mafieux corses installés sur place. À Tanger, Joe Renucci et Marcel Franchisi participent aux opérations de contre-terrorisme. Peine perdue, en 1956, le Maroc accède à l'indépendance. Tanger perd son statut de port franc. Joe Renucci voit son empire s'effondrer. Il meurt peu après d'un cancer foudroyant. À Cuba, la prise de pouvoir par Castro signe la fin de l'appropriation mafieuse de l'île. Castro leur confisque tous leurs biens, met fin au trafic et au blanchiment d'argent. À la recherche de nouveaux territoires, Marcel Franchisi étend son empire au Liban, dans les jeux et dans les banques. À Beyrouth, il fraye toujours avec le SDEC. En France, Franchisi se fait un nouvel ami dans les cercles gaullistes, un jeune représentant de la maison Ricard, qui connaîtra une ascension fulgurante, un certain Charles Pasqua. C'est là, dans la nébuleuse gaulliste, que Charles Pasqua et Marcel Franchisi rencontrent Étienne Léandri. Le parcours d'Étienne Léandri, à partir de milieu des années 50, est assez extraordinaire. Pierre Péan, journaliste. Voilà un homme qui est condamné par contumace à 20 ans de prison, indignité nationale pour intelligence avec l'ennemi, et grâce à l'action de la CIA, il va se retrouver blanchi complètement. Non seulement blanchi, mais très rapidement, c'est quelqu'un qui va être installé et où, tout simplement dans le système gaulliste. En 1958, le général de Gaulle reprend le pouvoir avec l'aide des parachutistes de l'armée, profondément attachés à l'Algérie française. C'est l'opération Résurrection et la naissance de la Ve République. Mais très vite, de Gaulle décide de lâcher l'Algérie. Il se retrouve face à une armée factieuse, une organisation terroriste infiltrée au plus haut niveau de l'État, l'OAS, la plus grande entreprise terroriste jamais connue en France. L'OAS tente de liquider physiquement le général. De Gaulle doit sécuriser le régime. Il s'en remet à Jacques Foccart, son éminence grise qui dispose des pleins pouvoirs. Jacques Foccart est un personnage essentiel. Pierre Péan, journaliste. À la fois Monsieur Afrique, Monsieur Service secret et Monsieur clandestin. Foccart, ça va être l'homme de tous les coups tordus. Foccart réactive le noyau dur des gaullistes de la première heure, mobilisés au sein du SAC, le service d'action civique. Une police parallèle qui s'installe au cœur des institutions de la Ve République. Le SAC, il y avait donc des hommes politiques. On voit Comiti, on voit Sanguinetti et on voit Bozzi. Mais ça, c'est le côté, disons, présentable. Et puis, il y a un côté qui est quand même moins présentable. C'est surtout Marcel Franchisi, grand mafieux corse, ou corso-marseillais. Et puis, on va retrouver aussi Léandri. Au moment de la guerre d'Algérie, si 80% des services secrets français sont considérés comme favorables aux thèses de l'OAS... Jacques de Saint-Victor, historien du droit. Comment combattre l'OAS uniquement avec des gens qui sont plutôt en sympathie idéologique, en tout cas avec ces mêmes acteurs. Eh bien, il a fallu trouver ce que le général de Gaulle appelait des éléments invisibles, c'est-à-dire des éléments extérieurs au service classique, pour mener un certain nombre d'actions qui ne sont pas des actions très recommandables. Et donc on ne va pas demander à un professeur d'université d'aller poser une bombe ou d'aller égorger quelqu'un. Donc évidemment, là, on fait appel à des professionnels. Et ces professionnels du crime, on les trouve essentiellement justement dans ces grandes organisations criminelles qui, elles, sont tout de suite très heureuses que l'on puisse faire appel à elles parce qu'elles savent qu'ensuite, elles vont obtenir un retour sur investissement en termes de moyens de pression et puis parfois d'ailleurs en termes d'influence au sein même des services. Donc le SAC, qui est la milice gaulliste, va recruter des hommes de main dans le milieu. Vincent Nouzille,
journaliste. Et notamment dans les milieux corses, dans le milieu de la pègre, on va recruter des gens qui vont faire le coup de feu contre l'OAS pour évidemment survivre à la crise algérienne, survivre aux menaces de l'OAS, survivre à des menaces de déstabilisation intérieure. On va voir à ce moment-là des gens du SAC arriver, place Beauvau, dans la cour du ministère de l'Intérieur, en treillis. François Audigier, historien. Avec des casques, certains sont armés et ils se mettent au service comme ça, spontanément, de l'intérieur. On va également voir des gens du SAC qui, en province, vont de manière très physique rendre des visites au préfet pour s'assurer du légalisme de celui-ci. Parmi ceux qui combattent l'OAS, figure Charles Pasqua. Il dirige le SAC à Marseille. C'est un remarquable organisateur, un meneur d'hommes très charismatique, très apprécié par la base militante. Donc il couvre 3 départements, Alpes-Maritimes, Var et Bouches-du-Rhône. Gaston Defferre, le maire de la ville, combat lui aussi l'organisation factieuse et condamne fermement les terroristes. Il appellera en plein congrès socialiste à les tuer tous, textuellement, et à s'en débarrasser. Alors, Anne-Laure Olivier, historienne. son appartement parisien de l'avenue du président Wilson a été plastiqué à ce moment-là, et des témoins, des proches de Defferre à l'époque, m'ont raconté qu'il était retourné voir ces gens qu'il connaissait très bien en leur disant bon ben voilà, on m'a plastiqué, vous répondez. Et vous répondez à chaque fois qu'ils me font quelque chose. Il n'est pas question que je me laisse faire. Dans cette époque de l'OAS, on partait tous les 8 jours, il fallait faire la valise. Marie-Christine Guérini, fille de Barthélemy Guérini. Et tu sais, aujourd'hui, tu vas partir avec Carmen quelques jours à la campagne parce que la maison a explosé. Si les frères Guérini soutiennent toujours Defferre, ils commencent à jouer sur les 2 tableaux de l'échiquier politique et se rapprochent des gaullistes. Antoine et Barthélemy apprécient les protections offertes par les services secrets sous le contrôle de Jacques Foccart. Les distances prises par De Gaulle avec les États-Unis et l'OTAN élargissent leur horizon. Paris collabore à minima avec Washington dans la lutte contre la mafia corse. Depuis une décennie, les narcos américains accumulent une masse considérable de renseignements sur les réseaux de la French Connection. Ils savent le rôle que jouent Antoine et Barthélemy Guérini dans l'organisation. Ils pistent Étienne Léandri dans ses voyages au Moyen-Orient, comme en Afrique. Ils soulignent le retour en France de François Spirito, l'ancien parrain de Marseille avec Carbone, dorénavant reconverti dans la dope. Ils remontent les réseaux de la French, de Beyrouth à San Francisco, d'Istanbul à Montréal, de Téhéran à Buenos Aires, des routes qui passent toutes par Marseille. Les États-Unis se sont rendus compte que le premier obstacle dans leur guerre contre la drogue résidait dans tous ces liens qui s'étaient développés. Alfred William McCoy, historien. Des mafieux corses, comme Marcel Francisi, étaient en relation avec le gouvernement gaulliste. D'autres, comme les frères Guérini, étaient connectés au Parti socialiste. Et tous étaient liés à des forces de police parallèles, notamment le SAC, le service d'action civique. Beaucoup de Corses appartenant à ces groupes mafieux étaient liés à cette organisation. Ils y avaient leurs entrées, et ils avaient aussi des protections politiques. Les stupes américains sont impuissants. Chaque demande d'enquête, chaque commission rogatoire internationale est négligée par la France et le dossier s'épaissit entre Paris et Washington. À cette époque, selon certains repentis, la mafia corso-marseillaise promet à Cosa Nostra d'introduire aux États-Unis 20 tonnes d'héroïne par an. Revendue à $8 000 le kilo, l'héroïne générerait un chiffre d'affaires annuel d'environ 160 millions de dollars de l'époque, soit près de 1,5 milliard d'euros. De quoi entretenir de nombreux villages en Corse, d'investir massivement dans l'immobilier parisien, le tourisme, les grandes affaires, et d'aider le SDEC à financer ses opérations secrètes, en Afrique comme au Moyen-Orient. C'est l'âge d'or de la French Connection. Les mafieux ont des montagnes d'argent à blanchir, et pour ça, rien de mieux que les cercles de jeu. À la différence d'un casino où il y a une banque, James Sarrazin,
journaliste. Un cercle de jeu n'a pas de banque. Donc, ce sont les joueurs eux-mêmes qui assurent la contrepartie. Ces cercles de jeu sont de véritables lessiveuses habillées. Gilles Berthiel, ancien juge d'instruction antiterroriste. Il suffit de voir avec quelle pugnacité les différentes bandes rivales essayent de s'en assurer le contrôle pour savoir d'abord que c'est très juteux et que c'est un bon moyen de blanchir de l'argent. Le cercle de jeu, c'est le rêve de tout mafieux, oui. C'est une belle affaire, en plus, c'est une affaire licite. Dans ces cercles de jeu, il y a aussi les services secrets qui regardent un petit peu ce qui se passe, parce que ce sont des endroits où passent beaucoup de gens, des voyageurs, des hommes d'affaires, des espions, etc. Donc voilà. Vincent Nouzille, journaliste. On tolère ces lieux où se brasse beaucoup d'argent, et pour ça, il faut des amis du pouvoir qui les tiennent. Et les amis du pouvoir, ce sont les paracorses. Au ministère de l'Intérieur, il y a des Corses. Il y a Sanguinetti, il y a Bozzi, il y a des gens très proches, des figures de la pègre corse. Et Marcel Francisi est plutôt bien placé pour obtenir les autorisations qu'il souhaite, pour notamment tenir le cercle Haussmann dont il sera propriétaire. Les Guérini ne pouvaient pas, eux non plus, passer à côté des cercles parisiens. Ils disposent de 2 alliés dans la place. Jean-Baptiste Andréani, vieille connaissance du temps des trafics en Indochine, et Robert Blément, l'ancien commissaire de la DST, passé de l'autre côté de la légalité, mais toujours trait d'union entre police et milieu. Ces 3 associés, Blément, Guérini, Andréani, vont vite se disputer parce que le Grand Cercle, qui est le nom du cercle de jeu qu'ils auront à Paris, devient une affaire exceptionnellement rentable. Évidemment, dès qu'il y a beaucoup d'argent en jeu, les appétits s'aiguisent. Vous savez, le nombre de cercles parisiens est extrêmement réduit. James Sarrazin, journaliste. Donc, il n'y a pas de place pour tout le monde sur ce marché-là. La guerre des jeux fait rage en plein Paris. Andréani est gravement blessé par des tirs de chevrotine. La façade du Grand Cercle est mitraillée, la caisse braquée et les tables incendiées. Les Guérini vont considérer que Blément, qui était leur associé, probablement extrêmement ambitieux, est trop gourmand. Blément, en voulant prendre le contrôle total pratiquement de tous les cercles de jeu de Paris, dérangeait des Andréani, des Francisi, et puis il avait un défaut, il n'était pas corse. Au sein même du clan Guérini, c'est la rupture. Pour Barthélemy, la crise est trop grave, elle menace tout l'édifice. Il faut impérativement calmer le jeu. Son frère Antoine pense au contraire qu'il faut liquider Blément, avant que l'autorité du clan ne s'effondre. Alors ça fait qu'il y a une espèce de consulte. Marie-Christine Guérini, fille de Barthélemy Guérini. Une consulte en Corse, c'est quand tous les membres d'une famille se réunissent pour décider d'une chose importante. Ça, c'était carrément pour décider de l'élimination de ce ex-commissaire. Et mon père m'a emmené et dit à Antoine, est-ce que tu veux vraiment que nos enfants héritent de cette catastrophe que tu es en train de comploter, de tout ce qui va en découler? Barthélemy Guérini ne voulait pas que Blément soit tué. Jean-Pax Meffray, journaliste. Parce qu'il connaissait la puissance de Blément, les relations de Blément. Et il dit, ça va jeter le malheur sur la famille. Ils avaient une espèce de coupe avec des boules, exactement comme on voit dans le Parrain, des boules blanches, des boules noires. Voilà. Blanc, c'est non, et noir, c'est oui. C'est la décision de la mort. Robert Blément est abattu en mai 1965, et tout ce que redoutait Barthélemy se réalise. Les alliés de Blément se vengent. Enlèvement de lieutenant, torture pour briser l'omerta, trahison et vendetta. Les cadavres s'entassent, jusqu'à ce que les amis de Blément remontent au plus haut. Le vendredi 23 juin 1967, à 16h10, Antoine Guérini est abattu à bout portant de 11 balles de 11,43. C'est la mort d'un monstre sacré du milieu. Pendant son enterrement, 2 jeunes voyous cambriolent la villa du parrain disparu. Quelques jours plus tard,
un des 2 jeunes voleurs, Claude Mondroyant, est retrouvé mort au pied de Cap Canaille. Barthélemy est accusé du meurtre. Jugé, il est condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Il sortira 11 ans plus tard pour mourir d'un triple cancer. La fin du clan Guérini signe la fin d'une époque, celle d'une mafia corso-marseillaise traditionnelle, celle d'avant la modernité, du libéralisme débridé et de la dérégulation des flux financiers, celle dans laquelle Étienne Léandri et Marcel Franchisi entrent de plein pied. Franchisi et Léandri étendent leur emprise au cœur du pouvoir, accèdent au Gotha des affaires et installent ce qui pourrait être appelé la Corse-Afrique. Le rêve cubain passe maintenant par le Gabon, le Cameroun et le Congo. Ce qui va se passer avec les grandes entreprises, et notamment les grandes entreprises d'État... Julien Commère, secrétaire et confident d'Étienne Léandri. C'est qu'elles vont devoir aller travailler, par exemple chercher du pétrole, dans des pays où le système est totalement corrompu. Comment voulez-vous qu'un ingénieur en col blanc parisien sache comment s'y prendre pour mettre de l'huile dans les rouages d'affaires qui sont vérolées? Étienne Léandri est une solution à ce genre de problème. Et il va prendre des sous au milieu, c'est tout. Au croisement des grands contrats et des basses œuvres du pouvoir, Étienne Léandri déploie également ses talents dans la spéculation immobilière en banlieue parisienne. Il s'impose progressivement comme un intermédiaire obligé. Ne lui manque plus qu'un alter ego en politique. Mai 1968. La crise se radicalise et menace la République. Le SAC et ses gros bras se retrouvent en première ligne aux côtés des forces de l'ordre face aux manifestants. Et dans ses rangs, Charles Pasqua s'impose. En mai 68, Pasqua est partisan d'une ligne dure face à la chienlit. Il voudrait bien lancer ses militants sur les barricades en renfort des policiers. François Audigier, historien. Et on le voit, le 30 mai 68, il va jouer un rôle très important en mobilisant 1700 gros bras et ils vont épauler cette contre-manifestation géante des Champs-Élysées. On a Pasqua qui d'ailleurs donne des ordres par talkie-walkie d'une petite estafette qui se trouve place de la Concorde. Voilà, c'est le quart d'heure de gloire de Charles Pasqua au SAC. Comme il a rendu beaucoup de services, on lui offre une investiture au moment des législatives en juin 68. Pendant la campagne, des militants du SAC marseillais débarquent. Ce sont des gens du milieu marseillais qui arrivent enfouraillés avec des revolvers et ils vont tirer sur des militants communistes. Il y aura 2 blessés graves. Charles Pasqua est élu en juillet 1968 député des Hauts-de-Seine. Et dans son sillage, on retrouve évidemment Étienne Léandri qui va s'installer complètement donc au cœur du pouvoir puisqu'il va devenir son principal financier, son conseiller, son homme, son émissaire dans de nombreuses affaires. On va voir aussi Jean-Charles Marchiani et on va voir plein d'autres personnes qui vont constituer au fil des années une nébuleuse de plus en plus puissante, la nébuleuse Pasqua. Depuis la Seconde Guerre mondiale, la mafia corse a bénéficié, en échange de ses services, de l'extrême bienveillance d'une partie du pouvoir politique. C'était au début de la guerre froide, durant les affres de la décolonisation, à l'ère du gaullisme triomphant et d'une certaine vision des intérêts supérieurs de la nation. En juin 1969, Georges Pompidou est élu président de la République. Certaines officines gaullistes ont pourtant tout fait pour empêcher que cela n'arrive. Estimant qu'il leur revenait de choisir le successeur du général, une partie de la droite dure avait tenté de tuer politiquement Pompidou, jugé trop centriste. Et pour le mettre hors jeu, certains élaborèrent une impensable machination. Un fait divers maquillé en scandale politique, l'affaire Marković. Ce cadavre est celui de Stefan Marković, un jeune gigolo yougoslave, garde du corps d'Alain Delon. L'homme aurait été abattu parce qu'il détiendrait des clichés pornographiques de haute personnalité, et notamment de la femme de Georges Pompidou. La vraie affaire pour Pompidou, c'est les photos de sa femme, les photos truquées, de porno. Pierre Péan, journaliste. C'est ça la vraie histoire.
Rapidement, la police découvre une lettre signée de la main de Stefan Markovic. Le nom de Marc-Antony va surgir, grand voyou, cousin de Jean-Charles Marcani. Le nom de Jean-Charles Marcani a été prononcé. Or, comme on le sait, Marcani est un proche de Pasqua. Et donc, pour certains, à commencer par Pompidou, le SAC serait impliqué de près ou de loin dans cette affaire extrêmement sombre. Une fois au pouvoir, Pompidou s'attaque à l'officine qu'il soupçonne d'être responsable de l'affaire. Pompidou réclame carrément la dissolution du SAC. Focard négocie et obtient son maintien en échange de purges sévères. Et Pasqua va faire partie de ceux qui sont écartés. Focard menace Pasqua, s'il refuse de partir, de faire émerger des affaires dans le SAC marseillais. Pasqua comprend que la partie est perdue et il part. Et moi, j'ai le souvenir, dans un des entretiens que j'ai eu avec Jacques Focard, qu'il m'ait dit que la seule personne dont il avait une peur physique était Charles Pasqua. Pompidou poursuit sa lutte contre les tout-puissants réseaux gaullistes. Pour les affaiblir, il nomme ses hommes à la tête du SDEC et du ministère de l'Intérieur. Cette reprise en main rompt certaines des passerelles entre monde politique, services secrets et mafia corse, en France, mais aussi à l'étranger. Paris se rapproche de Washington, et Pompidou travaille main dans la main avec le nouveau président américain, Richard Nixon. L'administration Nixon a fait pression sur le gouvernement français. Alfred William McCoy, historien. Ils ont rompu les liens entre le SDEC et les trafiquants, puis entre les trafiquants et le parti gaulliste, pour couper ces réseaux de tous ces liens politiques. Et dans ce contexte-là, il y a une affaire terrible qui fait les unes de journaux, qui est ce qu'on appelle l'affaire Delouette. En avril 1971, le Français Roger Delouette est arrêté aux États-Unis alors qu'il livre 44 kilos d'héroïne. Inculpé, Delouette affirme qu'il travaille pour le SDEC. Et la première chose qu'il va faire pour chercher de l'aide, il va écrire à son ami Jean-Charles Marcani. Marcani, un proche de Pasqua, s'est fait vider du SDEC lors du grand nettoyage ordonné par Pompidou. Va surgir aussi le cousin de Jean-Charles Marcani, qui est Dominique Mariani. Mariani est le lieutenant d'une des filières de la French Connection en Amérique latine. Il s'avère que le SDEC n'est pas impliqué. Seule certitude, une fois encore, les barons de la French Connection sont à une poignée de main des hommes des services français, et cette fois, à 2 poignées de main de Charles Pasqua. La lutte franco-américaine s'intensifie. C'est la fin de la French Connection. Ses filières et ses labos sont démantelés, les trafiquants incarcérés. Arrêté, le grand Joe Cesari se pend dans sa cellule. La toute-puissante mafia corse, qui fournissait la majeure partie de la consommation d'héroïne aux États-Unis, s'effondre. Mais le trafic se poursuivra, récupéré par la mafia sicilo-américaine. Les parrains proches du pouvoir sont pris dans la tourmente. Élu de la région de Zicavo, Marcel Franchisi se retrouve en première page d'un journal américain, affublé d'un nouveau titre, Mister Héroïne, une embarrassante publicité pour un élu de la République. Dans M comme milieu, son livre paru en 1977, le journaliste James Sarrazin nomme les acteurs de la nébuleuse politico-mafieuse. Marcel Franchisi n'avait pas pour habitude de faire de procès. James Sarrazin, journaliste. Parce que je pense que peut-être son côté joueur, je suppose, il n'aimait pas perdre. Donc, il n'avait pas l'habitude de faire de procès. Il avait d'autres méthodes pour faire savoir qu'il n'était pas content de ce qui était écrit sur son compte. C'était des méthodes plus directes. Mais je ne suis pas le seul. Je veux dire, il a fait avec d'autres journalistes qu'il a convoqués pour des écrits qui lui déplaisaient. Mais il était très peu porté sur le recours judiciaire. Il réglait les choses d'homme à homme, comme un grand seigneur.
La conscience du risque qui existait, on l'avait tous dans la maison d'édition. Alain Moreau, éditeur. On le savait, mais tout le monde l'assumait. Alors c'est vrai qu'on reçoit des menaces par téléphone, rarement, mais j'en ai reçu, des lettres aussi de menaces, des sous-entendus parfois, dans des conversations comme ça, on se retrouve par hasard avec des gens qu'on ne connaît pas. Et des menaces téléphoniques, des annonces qu'on allait me régler mon compte, on vous appelle à 3h du matin pour vous dire que voilà, votre fils aîné est au lycée de Château-Thierry. Il a une bicyclette bleue. Il commence le lundi à 9h30. Il en sort à 16h30. Le mardi, machin, etc. Là, vous commencez à vieillir beaucoup quand même dans ces moments-là. Je me gardais bien d'en parler aux politiques et je me gardais bien d'en parler à la police parce que je n'étais pas sûr qu'ils n'étaient même pas eux derrière tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, vous n'avez personne sur qui vous ne pouvez pas faire confiance à l'État qui est censé vous protéger quand même un minimum, quoi, quand vous n'êtes pas trop malhonnête. Et là, pas du tout. Honnêtement, je me demande si je le referais aujourd'hui, oui, clairement. Je me demande. Je crois même avoir la réponse, d'ailleurs. Non. L'une des forces de la mafia réside dans son aspect insaisissable. Ne pas identifier permet d'occulter. Ironie de l'histoire, l'État qui devrait la combattre contribue à en minimiser l'existence et donc la menace. Ce qui caractérise les systèmes mafieux avec ou sans mafia, c'est justement que ces systèmes criminels ne veulent jamais apparaître. C'est l'antithèse du terrorisme. Jacques de Saint-Victor, historien du droit. Le terrorisme cherche à être visible, les logiques mafieuses cherchent à toujours paraître invisibles. Dans l'entrelac de ces relations troubles, Étienne Léandri s'est maintenu dans l'obscurité la plus totale. Son rôle n'a été révélé qu'après sa mort. Quand moi je porte des petites assiettes de saucisson, du café et des apéros aux gens qui sont autour de la table parce que j'ai 19 piges et qui me demandent de rester là parce qu'il a plus son secrétaire, on a autour de la table des patrons d'industrie, on a autour de la table des patrons de la police, des bandits, des conseillers politiques de haut niveau, de l'Élysée. Tout le monde est là et prend l'apéro, et puis c'est comme ça tous les jours. Donc c'est un personnage qui a une ampleur extraordinaire et en même temps qui réussit cette performance en faisant tout ça, de ne pas apparaître au public. Et une chose qui me fascinait chez Étienne, c'est la douceur de son regard. Julien Commère, secrétaire et confident d'Étienne Léandri. Et la transformation, ça me donne des frissons encore, immédiate et terrorisante. Je pense qu'il faisait très très peur. Ce type d'homme n'a pas besoin de montrer aux autres qu'il est puissant, puisqu'il l'est. Les gens étaient coincés. Il fallait pas mettre le doigt dans l'engrenage Étienne Léandri, quoi. Il voit les hommes politiques lui manger dans la main. J'ai vu des gens s'allonger par terre. Patron d'une des plus grandes banques françaises. Suppliant. Aujourd'hui, on ne peut pas concevoir un homme aussi important alors qu'il n'est pas sous les spots. Et les logiques de corruption, les logiques qui, au fur et à mesure, détruisent, mais au quotidien et de manière très fragmentaire, le système démocratique, eh bien, ce sont des logiques qui ne se voient pas. Jacques de Saint-Victor, historien du droit. Et donc un jour, on se réveille, on n'est plus dans un système véritablement démocratique, mais on ne s'en est pas rendu compte. Et c'est comme ça que prennent racine sur un territoire ces logiques mafieuses. Si on ne réagit pas plus rapidement aux dangers que font courir à la République et d'une manière générale aux États cette activité mafieuse compte tenu de sa puissance de feu, je pense que ça pourrait aller très mal pour nos démocraties dans finalement assez peu de temps.
La compromission de certains pans de la République, avec certaines franges de la mafia corse, est désormais solidement ancrée au cœur du pouvoir, au sacrifice de l'intérêt général et du bien commun. Avec l'avènement du néolibéralisme induit par la dérégulation des marchés financiers, la multiplication des paradis fiscaux et l'essor des boîtes noires de la finance internationale, la dangereuse alliance entre certains éléments du pouvoir et de la mafia corse va changer de dimension. La suite de cette histoire s'écrira à Paris, en Afrique, et ce qui est nouveau, en Corse. Jusque-là, la Corse était protégée des actions du crime organisé de ses ressortissants. La mafia corse va profiter des réactions violentes contre le pouvoir central et la création du FLNC pour s'implanter dans l'île, nouer des relations ambiguës avec les indépendantistes et constituer un important pouvoir parallèle, tout en développant ses activités africaines. Le rêve cubain n'est pas mort. Vous venez d'écouter Mafia et République. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Mafia et République est un podcast coproduit par Initial Studio et Yami 2, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par Yami 2, réalisée par Christophe Bouquet et écrite par Christophe Nick, Pierre Péan et Vanessa Ratignier. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Louise Nguyen. Montage, Camille Legras. Avec la voix d'Emmanuel Yacoubi.